Alors, la dernière communication, c'est encore Henri Coudin et Jeanne-Laure Danan sur Métaverse et données de santé, une nouvelle source, pas forcément virtuelle, de conflits et de liens d'intérêt. Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud, c'est Alors, Jeanne-Laure Danan, ma collègue, vous présente ses excuses, Monsieur le Président, Monsieur le modérateur, mais elle est malade et elle a dû rester à Nancy. Donc, on avait préparé un duo, je vais le faire tout seul. Alors, j'appuie encore. C'est bon, alors. Je remonte pour Jacques Caton, effectivement, mon absence de conflit d'intérêts. Alors, on m'a demandé de vous donner quelques explications sur une notion tout à fait nouvelle, qui est le métaverse. Alors, je précise d'emblée qu'on va rentrer dans un monde que vous ne connaissez pas, enfin moi que je ne connaissais pas du tout, et qui est très éloigné de notre conceptualité habituelle. Il faut donc se propulser dans une réflexion nouvelle. Alors, vu l'heure, je vous rassure, on va essayer de faire simple, et c'est à la demande du bureau de l'Académie nationale de chirurgie que je vais préciser un certain nombre de choses, bien qu'il y ait déjà eu une communication sur le métaverse l'année dernière, mais il semblerait que les choses ne soient pas tout à fait claires. Alors, on va faire un exercice de changement de conceptualité qui fait appel à des notions autrefois de géométrie et que nous avions étudiées quand on était au lycée, c'est-à-dire il y a longtemps. Alors, comprendre le métaverse, je vais vous donner un exemple. Je vais vous demander de faire un effort. Vous connaissez tous la géométrie euclidienne qui stipule que par un point, on ne peut faire passer qu'une seule droite parallèle à un point. Alors, c'est ce qu'on appelle le 5e postulat d'Euclide et qui a été appelé le postulat des parallèles et qui a posé beaucoup de problèmes aux mathématiciens. Et au 19e siècle, eh bien, sont nées les géométries non euclidiennes. C'est-à-dire, par un point, on ne peut faire passer aucune parallèle à une droite. C'est la théorie de Riemann. Et puis, par un point, on peut faire passer une infinité de parallèles à une droite. C'est la théorie de Loubachevsky. Eh bien, à partir de ces théories, on peut construire des choses tout à fait concrètes, géométriques. Rassurez-vous, on ne va pas voir l'équation de Schrödinger non plus, mais qui sont tout à fait logiques et qui sont d'une certaine manière virtuelles. Parce que dans cette salle transformée selon la géométrie de Loubachevsky, alors selon celle de Riemann, c'est la sphère avec le point M que vous voyez, et puis Loubachevsky, ce serait un petit peu ce sorte de diabolo. Alors maintenant, il faut faire la même chose. Et je vais vous donner maintenant ma bibliographie. Alors, ma bibliographie, pour comprendre le métaverse, j'ai demandé à 2 de mes petites filles qui ont 11 ans et 14 ans et qui sont abonnées à Okapi. Je vous conseille de lire le numéro du mois de novembre 2022 de Okapi où tout est bien expliqué, vous comprendrez tout. Alors, je suis désolé, Monsieur le Président, de faire appel, c'est très, très bien fait. Alors, voilà. Alors, on est donc dans le métavers ou le métaverse, alors les deux orthographes sont acceptés. C'est un monde virtuel. Pour que ça marche, il faut connaître un peu d'informatique, il faut savoir ce que c'est que le cloud, on ne va pas rentrer, et puis les réseaux. Il a été mis au point très récemment par le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, en 2021, et il offre des possibilités absolument considérables dans le cadre de la prise en charge des patients dans toutes les disciplines chirurgicales, et je vous en donnais des exemples. On n'en est cependant qu'au balbutiement. Alors, on est dans une phase de développement, d'acquisition, et puis pour voyager dans le métaverse, il faut un certain nombre d'outils, un ordinateur de bonne qualité, un micro, un casque de réalité virtuelle, des gants ou ce qu'on appelle une combinaison haptique. On ne va pas rentrer dans les détails, mais pour opérer, il faut un bistouri, il faut des gants. Là, c'est exactement la même chose. Alors là-dessus, c'est développé la notion de NFT. Alors le métaverse, je vous renvoie à la séance du 23 mars 2022, c'est l'année dernière de l'ANC, et des communications de Ronald Virag et de Olivier Gossi. Alors, on m'a donc sollicité pour donner des informations supplémentaires. Alors, le NFT, c'est quoi? Comme pour le métaverse, c'est un monde virtuel. Ça veut dire jeton non fongible. Fongible, c'est un terme économique qui fait référence à un bien. Et un élément non fongible ne peut pas être échangé contre quelque chose de valeur égale. Donc, un NFT, c'est avant tout quoi? C'est un fichier numérique. Alors, mais à ce fichier numérique est attaché ce qu'on appelle un certificat d'authenticité numérique qui le rend unique et non interchangeable. C'est par l'intermédiaire d'un système informatique qu'on appelle, vous avez entendu ça, la blockchain.
Vous suivez toujours? Ça, voilà, c'est bien. Alors, en obtenant un NFT, un acheteur devient propriétaire exclusif d'un bien dit numérique, c'est-à-dire d'un bien virtuel. Une peinture, une vidéo, un film, enfin tout ce que vous voulez. À partir du moment où on évoque un échange sur des biens, même virtuels, on rentre dans un système économique qui lui aussi est virtuel. C'est donc le cas des NFT, et pour ça, le NFT va se servir de ce qu'on appelle des crypto-monnaies. Donc voilà, crypto, qui sont donc cryptées elles aussi, et monnaie, ben, comme les monnaies, de l'argent que vous avez dans votre portefeuille. Et parmi celles-ci, c'est le Bitcoin qui est la plus connue, mais il existe actuellement dans le monde, il en existe plus de 50. Les Chinois ont développé ça. Le Bitcoin a été lancé en 2009 et celle qu'on connaît aussi en France, c'est l'Ethereum qui a été lancé en 2015. Alors, il faut savoir que ces crypto-monnaies, et en particulier le Bitcoin qui a été inventé par un Japonais, eh bien, celui-ci n'a jamais voulu créer une monnaie en premier lieu. Il souhaitait créer un système de cash, vous comprenez, digital, de pair à pair, c'est-à-dire qu'on pouvait, par l'intermédiaire des NFT, transférer des bitcoins. Vous suivez toujours? Et il annonçait en 2009, voici le premier jet sur le bitcoin, etc. Enfin voilà, c'est entièrement décentralisé, ne repose sur aucun serveur ou autorité centrale. Alors tout ça, ce sont des actifs digitaux, en particulier les crypto-monnaies, qui vont utiliser ce qu'on appelle la cryptographie, une technique d'encryption pour garantir leur sécurité par l'intermédiaire d'une blockchain. Vous suivez, c'est parfait. Elles sont à l'origine pour tout acheter, vendre des biens, des services, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Elles ne dépendent d'aucune autorité centrale, à l'inverse des modèles traditionnels comme l'euro, le dollar et toutes les autres. Les NFT sont censés être l'équivalent d'un certificat d'authenticité que l'on peut payer, et toutes des œuvres d'art numérique, de la musique, en pensant ce que vous voulez, eh bien, il faut savoir que ces ventes de NFT ont atteint en 2021 environ 3 milliards de dollars au cours du premier trimestre. Alors, je vous montre ici une œuvre virtuelle de Mike Winkelmann, qui est actuellement probablement, qui s'intitule Every Day, the First 5,000 Days, qui a été adjugé chez Christie. Donc Christie, là, on retombe dans les dollars. Vous me suivez toujours? Vous voyez que le Bitcoin peut être interchangeable contre pratiquement 70 millions de dollars. Le NFT, c'est actuellement le plus célèbre et le plus cher du monde. Donc, vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses. Alors, pour ceux qui s'intéressent au Bitcoin, voilà ce que j'ai retrouvé dans une revue un peu plus spécialisée que Okapi. Vous voyez qu'avant 2017, pratiquement le Bitcoin, c'était l'équivalent de 0,1 $. En 2018, ça atteignait pratiquement 10 000 $. C'est monté, tenez-vous bien, jusqu'à pratiquement plus de 65 000 $ en 2023, puis ça s'est effondré, et là, ça tend à s'effondrer. Mais si vous transposez ça au système macroéconomique que vous connaissez, c'est-à-dire la bourse, on va faire un cours sur la bourse, mais quelque chose qui, en l'espace de 10 ans, peut être multiplié par 1000, ça n'existe pas. Eh bien, vis-à-vis des NFT, ça existe. Après, voilà. Alors maintenant, on va revenir, que vous avez tout compris, un petit peu au métaverse et du système de santé. Premièrement, la chirurgie dans le métaverse. Eh bien, il est désormais possible de se faire opérer avec le système métaverse. Probablement, la première expérience a été effectuée en mai 2021 par un collègue portugais par l'intermédiaire d'une formation à Lisbonne, avec un deuxième qui était, lui, à l'université de Saragosse. Il a opéré un cancer du sein. Alors, pour ça, il portait des lunettes de réalité mixte, des HoloLens 2. Il pouvait non seulement voir la patiente devant ses yeux, mais il pouvait aussi lire les informations affichées sur la lentille intérieure des lunettes et inférieure des lunettes. Et les méthodes d'IA, c'est l'intelligence artificielle, permettaient de montrer la tumeur, ainsi débarrasser des tissus mous environnants. Alors, ça veut vous paraître tout à fait extraordinaire. Eh bien, sachez qu'en France, en particulier dans la belle université du professeur Olivier Jardet, notre vice-président, il y a des techniques qui ont été mises au point, en particulier pour le vissage des ostéosynthèses et vis pédiculaires au niveau du rachis cervical. Je veux dire qu'à cet endroit-là, on a droit, je me tourne vers l'avocat et vers le magistrat, on a droit à 1 millimètre d'erreur. Eh bien, 1 millimètre d'erreur par l'intermédiaire du métaverse, c'est 10 fois plus sûr que la main du professeur Jardet ou la mienne. Donc,
Vous voyez que ça n'est encore certes au balbutiement, mais on peut le faire. Et le deuxième aspect qu'il faut évoquer, c'est les données de santé dans le métavers. C'est bien là, il y a une société américaine qui a déposé un brevet pour la gestion et le suivi des rencontres avec les patients et les informations médicales, y compris les jetons immuables. Les jetons immuables, on en retrouve le Bitcoin et tout, les actifs numériques, les NFT, et les contrats intelligents. Alors, c'est la filiale de Black-in Technology, etc., pour remettre les soins dans les vrais soins de santé et pour faire diminuer le coût, éliminer les fraudes et les rencontres inutiles avec les patients. Alors, les premières données publiées par cette société, ça date de l'année dernière, donc voilà, ils ont permis quand même de faire diminuer de 15 à 25% des dépenses, ce qui représente quand même entre 600 milliards de dollars et 1 billion de dollars par an, vous voyez, pour le système de santé américain. Donc, vous voyez que ça ouvre des perspectives. C'est peut-être pour ça que le Bitcoin coûte assez cher. Alors, en matière de discussion, bien, tous les problèmes techniques, il faut que vous le sachiez, ne sont pas à la hauteur des promesses de Facebook, qui est le système métaverse qui est le plus utilisé. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques de hacking, c'est-à-dire de détournement des données, de vol des NFT. On peut voler aussi. Alors, vous allez me dire, c'est quand même encrypté. Vous savez, le vol des cartes bleues existe, les truandages de cartes bleues existent, mais enfin, c'est quand même relativement rare. Et surtout de dégradation de l'environnement du métaverse. Alors, la discussion, toujours, eh bien là, je vous ai montré ce qu'on appelle les avatars. Eh bien, il n'est pas impossible que d'ici une décennie, les chirurgiens que nous sommes soient obligés en chirurgie programmée, bien sûr. Mais on verra que ça risque d'aller vite, d'opérer d'abord l'avatar du patient. Alors, l'avatar du patient, c'est quelque chose, c'est le patient, et en intelligence artificielle, vous savez très bien que maintenant, par l'intermédiaire de scanners, en particulier pour la chirurgie osseuse, on peut reconstruire parfaitement, et avec les IRM dans reconstruction alphanumérique, on peut reconstruire un fémur avec tout ce qu'il y a autour. Et donc, d'opérer d'abord l'avatar du patient avant que de prendre en charge le patient lui-même, répondant aux principes éthiques fondamentaux, parce qu'il faut rester éthique, jamais la première fois chez le patient. Et avec le développement de l'intelligence artificielle, ce sera tout à fait extraordinaire. Alors, il faut bien sûr codifier tout ça pour éviter les déviances et surtout qui peuvent mettre en jeu la responsabilité médico-légale du chirurgien. Vous savez qu'actuellement, en 2023, il existe un cas qui est en cours, mais je n'en parlerai pas parce que je dois respecter le code de déontologie et que notre collègue a été condamné, mais qu'il a fait appel. Donc, c'est comme s'il n'était pas condamné pour l'instant. Monsieur le magistrat, vous êtes d'accord? Merci. Et il est en instance d'instruction judiciaire. C'était le collègue qui avait mis par l'intermédiaire d'une blockchain des radios, porteurs de balles de Kalachnikov dans les suites, etc. C'est autre chose. Donc, il faut rester éthique. Alors, l'avatar, oui, mais on retrouve ce petit angelo, vous voyez, qui a toujours les yeux tournés vers le ciel et qui se pose des questions. Alors, dans les radios de contrôle post-opératoire, en particulier dans notre spécialité, mon cher Olivier, eh bien, il faut faire une phase. En général, la phase, tout va bien, et puis le profil, on voit qu'il manque des choses. Eh bien, en matière de NFT, c'est un tout petit peu la même chose. Alors, je pense vous avoir démontré que maintenant, effectivement, vous savez un petit peu naviguer au niveau de la blockchain, des NFT. Vous êtes tout à fait content, mais il ne vous reste plus qu'à prier pour ne pas avoir d'ennuis médico-légaux. Et puis, pour croire avec certitude, il faut toujours commencer par douter. Merci de votre attention. Très bien. Voilà. Juste un point, puisque le président Koudane m'a cité sur la séance que nous avions organisée l'année dernière sur le métaverse, la société Abyss qui avait présenté la chaîne complète entre la fracture et le traitement du patient vient d'obtenir tous les prix au Grand Congrès international à San Francisco pour ce travail. Merci Ronald. Donc, tu confirmes effectivement, il faut être prudent quand même. Hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il faut être prudent. Il y a encore beaucoup de choses à confirmer, mais beaucoup de travail. Beaucoup de travail, mais je pense que d'ici une dizaine d'années, la conceptualité, comme pour Loubachevski avec ses histoires de parallèles à l'infini, ça risque de changer pour nous.
Henri, ça va aller très vite parce que je te rappelle quand même qu'à Simus Santé, on fait la théorie du bloc miroir, c'est-à-dire effectivement d'opérer virtuellement avant le. Voilà. Donc, Voilà, c'est ce qu'on fait. j'ai cité la splendeur de l'école d'Amiens. Hein. Dans ce cas. Ouais, Jacques Attends, j'avais une petite remarque à faire aussi. Oui, Je voudrais simplement rappeler qu'en matière de rédaction aujourd'hui, et surtout si on revient à la rédaction médicale, il y a des enseignants qui commencent à se casser la tête avec ça, c'est-à-dire qu'avec de l'intelligence artificielle, on peut écrire 40% d'un article ou d'une rédaction sans avoir pris ni le stylo ni la plume et sans qu'on s'aperçoive que ce n'est pas soi-même qui a fait la rédaction. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un petit problème de détournement dans les rédactions, surtout à l'école pour l'instant. Je ne pense pas que ça a encore touché les rédactions médicales, encore que je me méfie un peu de ce qui se passe en Chine, où il y a des officines pour écrire des articles médicaux, mais je pense que ça va poser un véritable problème. Et comment détecter que cet article a été écrit avec un logiciel et non pas de rédaction, d'intelligence artificielle et non pas de la main de l'auteur et de sa réflexion. Alors, Alors, professeur Villet, professeur Benamou, docteur. Une remarque allant dans le sens de Jacques Attend qui me paraît presque anecdotique, je m'en excuse, mais vous avez vu qu'il y avait un nouveau logiciel qui permettait d'écrire, de répondre à tout d'intelligence. Donc je m'excuse, j'ai plus le nom spontanément. GPT, voilà, oui c'est ça, c'est facile à retenir en plus, je m'excuse. Je vais juste vous raconter une petite anecdote. J'ai un de mes fils qui enseigne la culture générale à Sciences Po et je vais vous dire comment il a repéré les copies. D'habitude, il a toujours des copies avec plein de fautes d'orthographe et il a une copie qui est parfaite. Il est allé sur Wikipédia, il a retrouvé le texte exact. Donc, je veux dire que c'est tous ces trucs d'intelligence artificielle, et notamment pour les articles. Un jour, on verra en fait que ce n'est pas un article qui est réel. Et donc, ça pose des vrais problèmes, mais c'est des méthodes d'analyse. C'est qu'on trouve quelque chose de tellement parfait au sein, qui est peut-être faux d'ailleurs, mais au sein de quelque chose de la réalité, que je trouve que c'est une remarque tout à fait intéressante. C'est ça qui nous permettra peut-être de trouver la vérité. C'est que le logiciel, il paraît tellement sain, qu'il est tellement sanitisé, si je puis dire, que ce n'est pas un truc humain. Mais il y a déjà des logiciels qui sont formés pour découvrir les copier-coller. Ça existe. Oui, ça existe dans toutes les universités. Hein. Il y a des logiciels, c'est pour combattre, je m'adresse à Jacques Attend, le plagiat, l'autoplagiat. Néanmoins, oui, mais quand Jean-Pierre Courpier dans la salle, qui a été éditeur en chef de International Orthopedics, moi j'étais un éditeur en chef du Psycho Journal, quand on reçoit un article, on a justement le coefficient de plagiat qui s'affiche dans l'article. En général, parce que quand on fait des tas de là, obligatoirement, il y a toujours un peu de plagiat, c'est-à-dire on considère que jusqu'à 20 ou 30% de plagiat, c'est acceptable. Au-delà de 30% de plagiat, il faut rejeter l'article. Je confirme. Juste un mot sur le sujet important du fameux logiciel qui associe intelligence artificielle, sémantique et open source. C'est le chat GPT. C'est comme ça que ça s'appelle. Il est absolument redoutable. C'est-à-dire qu'il est capable, parce que c'est un logiciel, pardon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, une petite anecdote amusante. Moi, j'ai corrigé. Attends. On se passe la parole après. Donc, l'importance de ce fameux logiciel qui est en open source, ça veut dire qu'il est gratuit, qui fait qu'il est capable de dialoguer et au fur et à mesure, en deep learning, il apprend à construire les réponses les plus adaptées à toutes sortes de problématiques, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, aux mathématiques difficiles, etc. Et donc, ce sujet-là est véritablement, et ça fait une des préoccupations actuellement de l'UNESCO, c'est de combiner une réflexion sur ce progrès et en même temps les réflexions éthiques et l'organisation de la société face à ça. Parce que ça va être redoutable. Monsieur l'avocat général, vous allez avoir des jugements qui vont être complètement anticipés par ce type de système. Et nous, pour la décision médicale, pareil. Exactement. Il y a un de vos collègues à la Cour de casse, Christian Bic, avec lequel nous travaillons sur IA et justice,
et éthique. Et donc, à l'UNESCO, c'est vraiment une très, très grosse préoccupation. Oui, simplement un commentaire, parce qu'on part un peu dans toutes les directions. La GPT, c'est pas tout à fait, c'est un aspect bien particulier du problème. Et ça rejoint la réflexion que je veux faire, c'est que actuellement, lorsqu'on utilise quelque chose qui est issu de l'intelligence artificielle, ce qui est le cas là, ce qui sera le cas vraisemblablement des procédures opératoires futures, et par rapport à l'aspect juridique, c'est que tout cela réclame une intervention humaine. Rien n'est essentiel, il ne faut pas laisser en autonomie ce qui est issu de l'intelligence artificielle et qui, avec l'utilisation de l'outil numérique, peut être produit régulièrement. Et s'agissant de santé, c'est absolument fondamental qu'il y a toujours l'intervention humaine. Et la responsabilité, c'est celle de l'humain qui utilisera l'outil. Le reste n'est un outil, c'est vrai pour les robots. Jean-Claude. Oui, je veux dire deux petites choses. La première, je remercie Henri de nous avoir montré, fait cette démonstration. Enfin, dans notre tête, ce n'est pas du tout le métaverse, hein. C'est-à-dire que là, on est en train de présenter les capacités de cette boucle numérique qui entoure toute l'activité de la chirurgie et de la médecine, qui arrive sur la médecine personnalisée et la médecine de précision, avec de la télémédecine ou du voilà. Je pense que pour le métaverse, effectivement, l'avatar n'est pas l'avatar numérique, n'est pas le jumeau numérique. L'avatar, c'est l'avatar de la personnalité qui va être un acteur à l'intérieur du métaverse. Mais c'est pas, ça c'est un détail parce que je pense que c'est bien de s'introduire dans ce monde et de commencer à penser un petit peu autrement. Pour revenir à ce que vous dites, il y a un point qui est très important. Je trouve qu'on n'a pas assez rebondi dessus, mais on va voir, ça va se faire pendant l'année. L'IME, donc médecine européenne, est en train de terminer le Data Act et l'IA Act. Hein, donc, on va avoir véritablement la législation européenne avec dedans l'éthique, avec dedans les recommandations sur l'utilisation de l'utilisation de l'intelligence artificielle en médecine. Et il y a un élément qui est très important, c'est que pour les premières rédactions actuelles, il semble que pour ce qu'ils appellent software as device, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, le logiciel comme device, on va, dans les prises de décision, en tout cas, ça va être excessivement réglementé. Hein, et pour l'instant, on se demande même si ça ne va même pas être interdit. Ce qui pose un problème très important pour les constructeurs actuellement, je veux dire pour les startups, parce qu'ils sont partis véritablement dans cette étape d'après, qui est un peu celle dont on parle là, dans laquelle effectivement les prises de décision pourront fonctionner automatiquement, je veux dire à travers des robots, dans des actes opératoires, etc., etc. Donc je pense que de suivre cette rédaction, il est possible que si on fait quelque chose, l'Académie fait quelque chose au Conseil européen, on puisse demander aux gens qui s'occupent de cette rédaction de venir en parler parce que ça va être un élément déterminant. Et l'essentiel dans ce que tu as dit, c'est que ça doit rester un outil sous responsabilité humaine. C'est ça qui est important. Et dans l'article qu'évoquait tout à l'heure Richard, c'est que l'étudiant n'avait pas fait son travail, n'était pas intervenu sur ce que lui avait donné l'outil. Ne pas oublier les dangers, une seconde, Olivier, ne pas oublier les dangers du NFT, dans lequel les collègues médecins, des collègues connus qu'on ne cite pas, se sont fait piéger probablement. Christine. Je voulais poser une question là, qui s'éloigne un petit peu de ces sujets passionnants. Vous avez passé une diapo où vous dites que ces nouveaux outils, disons, ont permis de faire des millions, des milliards d'économies dans l'administration de la santé. Est-ce que vous pouvez juste donner 2 phrases pour développer un peu ceci? Alors ça, je vais répondre très brièvement. Ça date du début de cette année. Donc, enfin non, de l'année dernière, parce qu'ils sont un petit peu en avance. Mais effectivement, dans le cadre de la gestion du système de santé américain, cette entreprise a montré qu'elle était capable de faire, en particulier dans la gestion administrative des dossiers, plusieurs millions de dollars d'économies. Pourquoi? Tout simplement parce que avec le système de contrôle automatique, ils éliminent les fraudeurs, ils les font rembourser, etc., etc. Et un ordinateur surpuissant, ça remplace 100 personnes au téléphone. C'est aussi simple que ça. Il faut l'acheter en France. Pardon?
Non, 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 du tout. Non, non. Professeur Joannet. Non, non. Je réponds à la question. C'est pas effectivement du métavers, mais de toute manière, il s'inspire de la blockchain, du NFT. Juste simplement, parce que Les s'il vous dossiers plaît, médicaux, ce sera effectivement à l'instar du métavers. Voilà. pas tout le monde, pas tout le monde. Je répondais à la question. Un dernier commentaire, et avant de prendre une autre question, le métavers. Ronald, les chiffres parfois sont spectaculaires. Un million, c'est un milliard. En réalité, s'il y a 100 000 établissements aux États-Unis, il suffit de 1 000 € ou 10 000 € d'économie par établissement et c'est pas grand-chose. Et c'est fait sur quoi? C'est fait sur la gestion des data uniquement. Donc, c'est pas quelque chose de. Au contraire, on doit aller dans ce sens-là. C'est un petit peu différent du sujet qui vient d'être. Hubert. Le métaverse, en fait, c'est un nouveau monde virtuel. Donc, en fait, il va y avoir de l'argent à se faire dessus, donc ça va intéresser les sociétés, etc. Mais ça reste un monde virtuel. Donc, si on veut aller passer un week-end aux Canaries depuis sa cuisine du 18e arrondissement, c'est super, mais c'est un monde virtuel. Bon, alors là où ça peut nous intéresser, nous, c'est effectivement ce que font les gens à Amiens, où ils peuvent, en amont, préparer toute leur opération et la préciser. Donc ça reste du monde virtuel, mais ça prépare le monde réel. On a parlé de différentes choses et l'intelligence artificielle, c'est pas du métaverse. Ah non, non, non. La question, c'est quoi l'intérêt d'un étudiant de faire sa copie par un logiciel? C'est quoi l'intérêt? Parce que à ce moment-là, tout le monde va le faire et il n'y aura plus de sélection. Donc, on reportera la chose. Ce n'est pas un problème. Mais on s'adaptera. Le pompage a toujours existé de tout temps. Et là, par contre, on n'est plus du tout dans le monde réel, puisque on a une fausse copie, c'est du virtuel, mais ça correspond. Et ce n'est pas l'intérêt de l'étudiant. Ils vont tous s'inspirer sur Internet. Quoi. Ils iront tous dans le virtuel. Mais ça ne sera pas le vrai monde. Non, mais le virtuel, c'est autre chose. Le virtuel, il est quand même construit par les humains. Il faut bien comprendre, à partir de son travail. Ce qui lui est donné. C'est pas son travail. Non, le GPT, c'est purement issu, c'est pas du virtuel, c'est purement issu de quelque chose de bien réel. C'est une compilation extraordinaire de millions de textes qu'il est capable de réexprimer d'une façon condensée. C'est virtuel dans la mesure où ça n'est pas son travail et que tout le monde va remettre la même copie. Donc, ça devient virtuel. Oui. C'est là où je dis que de toute façon, tout ce qui est issu de l'intelligence artificielle doit être réinterprété sous responsabilité de celui qui va produire un résultat. Déjà, la première question, c'est de savoir à quoi on s'en sert. Parce que si c'est pour faire accélérer les process et les algorithmes, c'est une bonne chose. Si c'est pour faire passer des examens alors que les étudiants ne travaillent pas, on peut s'interroger. D'autres commentaires ou questions? Non, en tous les cas, merci à tous. Je vais rentrer à nouveau dans le monde réel parce que je vais bientôt vous quitter pour essayer de me rapatrier à Nancy parce que la grève démarre. Donc j'espère que j'aurai encore un train. Je ne pourrais pas rentrer à Nancy avec le métavers. Pas les promotions. Voilà. Merci à vous tous, merci aux orateurs. Attends. Ah, pardon. Alors, excusez-moi, la séance n'est pas tout à fait terminée. Nous avons à réaliser une médaille de façon un peu différée, une médaille qui a été attribuée donc, par l'Académie sur un prix de recherche. Alors, je vais demander de prendre le micro sous l'autorité du secrétaire général, que je ne dise pas de bêtises. Donc, j'appelle Laurine Caffarelli. Bonjour, mademoiselle. Alors, vous avez obtenu un prix pour votre travail, technique de pose des plaques antérieures du radius distal, apprentissage par pratique naïve versus pratique délibérée, effectué sous la direction du professeur Philippe Liverneau de Strasbourg. Alors, je dois vous remettre votre prix de l'Académie nationale de chirurgie, prix d'innovation pédagogique en chirurgie et interventionnelle, et avec le soutien de l'Académie, à vous, madame. Et avec ce diplôme, je vous remets donc un chèque dans l'enveloppe, vous vérifierez, et on va prendre, et une médaille. Et une médaille. Et la médaille. Voilà. Alors justement, non, c'est pas le bon nom. Non. On va faire c'est pas la sienne. Ah, c'est pas la vôtre.